L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, histoire de voir ou de revoir quelques grands chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, Gertrude Stein. Collectionneuse, écrivain, muse, Gertrude Stein a été l'une des personnalités les plus influentes du début du XXe siècle. Son salon parisien représente un jalon de l'histoire de l'art. Pourtant, son œuvre personnelle est peu connue en France. Peut-être parce qu'elle écrivait en anglais ? En effet, si Gertrude Stein a passé la majeure partie de sa vie à Paris, c'est aux États-Unis qu'elle est née, à Pittsburgh, en 1874. Elle est la dernière enfant d'une famille juive qui a fait fortune dans l'immobilier et les tramways. À 16 ans, Gertrude perd son père. Sa mère est morte 2 ans auparavant. C'est son frère aîné, Michael, qui prend en charge la famille. Il envoie quelque temps Gertrude et son petit frère Léo chez l'une de leurs tantes à Baltimore. Gertrude y rencontre Claribel et Etta Kuhn, 2 sœurs qui tiennent un salon, où l'on parle d'art et de littérature. Elles possèdent aussi une incroyable collection de tableaux d'avant-garde, et leur mode de vie marquera Gertrude. Plus tard, Gertrude décide de suivre Léo à Harvard. Il étudie l'histoire de l'art, Gertrude s'intéresse plutôt à la médecine. Elle rejoint donc le Radcliffe College, ouvert aux femmes, où elle accomplit de brillantes études en médecine, mais aussi en psychologie, sous la direction de William James, le frère de l'écrivain, mais surtout l'un des inventeurs de la psychologie aux États-Unis. Malgré les encouragements de son professeur, Gertrude décide d'abandonner ses études après 4 ans. Elle ne se sentait pas à sa place à Harvard. Gertrude souffrait du manque de considération qu'on accordait à une femme, mais elle découvre aussi son homosexualité et un chagrin d'amour l'éloigne peut-être aussi de l'université. La jeune femme décide alors à nouveau de suivre son frère, Léo. Il s'est établi à Paris. Nous sommes en 1903. Michael, son frère aîné, et sa femme, Sarah, viennent aussi s'installer dans la capitale française cette année-là. Pour Michael et Sarah, ce sera rue Madame. Pour Gertrude et Léo, ils ont choisi un logement rue Floris. Un appartement sur 2 étages avec un atelier. Léo peint, Gertrude écrit. Ils décident aussi de commencer une collection. C'est surtout Léo qui donne le premier élan. Il a découvert la galerie du marchand Ambroise Vollard. Il y emmène sa sœur et sa belle-sœur. Vollard expose des lithographies de Renoir, de Degas, mais aussi des tableaux de Cézanne. Ensemble, le frère et la sœur vont acheter le tableau que vous voyez à l'écran, La femme à l'éventail. Vous pouvez aussi voir ce même tableau installé sur leur mur. Ce n'est qu'un début. Ils fréquentent désormais les galeries, les salons, les musées et font des choix audacieux. En 1905, au salon d'automne, Léo achète l'œuvre qui fait scandale, La femme au chapeau de Matisse. La collection des Stein est alors considérée comme le plus beau rassemblement d'avant-garde du temps. C'est une collection conséquente. Entre 1905 et 1920, elle atteindra jusqu'à 600 tableaux. Ils sont accrochés pêle-mêle dans toute la demeure, jusque dans les chambres. Ce sont des acquisitions coup de cœur, qui n'obéissent pas nécessairement à une stratégie. Les Stein achètent des tableaux d'artistes alors peu connus. Ils cherchent des génies et non pas des chefs-d'œuvre. Mais surtout, ces œuvres sont moins chères. Leurs moyens financiers ne sont pas illimités. Pour la même raison, ils achètent surtout des petits formats, des dessins, et pour les grands tableaux, les achats importants, ils réunissent leur bourse. Chacun a son artiste favori. Michael et Sarah ont une préférence pour Matisse. Vous pouvez les voir ici à l'écran, attablés ensemble. Pour les Stein, il ne s'agit pas seulement d'acheter des tableaux, mais aussi de nouer des liens avec ces artistes. Des peintres qui ont souvent besoin d'eux pour continuer à créer, ou tout simplement pour vivre, et qui leur en seront très reconnaissants. Léo, lui préfère Renoir et Cézanne. Gertrude penche plutôt pour Picasso. Elle noue une véritable amitié avec l'artiste qui n'est pas encore le maître reconnu que nous connaissons. Tous les deux ont beaucoup de points communs. Ils sont étrangers, peu bavards et n'ont aucun goût pour la mode. Picasso réalisera le portrait de sa protectrice. Pour les séances de pose, Gertrude se déplace chez lui, dans la chambre atelier du bateau Lavoir, ce qui est une belle marque d'estime. L'artiste représente Gertrude assise, dans une attitude ramassée. Le personnage paraît autoritaire, grâce à la solidité des formes. Mais malgré les nombreuses séances de pose, 80 selon Gertrude, Picasso ne parvient pas à peindre le visage. « Je ne vous vois plus », dit-il. Il abandonne le tableau et part en Espagne. Et c'est loin de son modèle qu'il réussit à compléter son œuvre. Ce portrait ne cherche pas à traduire une ressemblance physique précise, mais plutôt la vérité du personnage.
À ceux qui ne trouveront pas l'œuvre suffisamment ressemblante, Picasso répondra « Elle finira par lui ressembler ». Nous verrons des photographies de Gertrude. Je vous laisserai juger si Picasso avait raison. Mais Picasso n'est pas le seul à nous avoir laissé l'image de Gertrude Stein. Vallotton, Picabia, Masson, Davidson, toute l'avant-garde artistique se retrouve chez Gertrude. Être exposé chez elle est presque un passage obligatoire pour qui veut devenir un artiste reconnu. La famille fait connaître en effet ses protégés, en France et aux États-Unis. Dès 1906, ils ouvrent un salon pour répondre aux demandes de visite. Tous les samedis à 21h, Gertrude, Léo, mais aussi les artistes eux-mêmes, présentent leurs œuvres aux visiteurs. Ce salon est aussi le point de rencontre des intellectuels et émigrés américains. Hemingway, Fitzgerald, tous ceux que Gertrude Stein appelle la génération perdue, c'est-à-dire ces jeunes gens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, tous se retrouvent chez les Stein. Gertrude tisse avec eux des liens de familiarité, vous pouvez ainsi la voir sur cette photographie avec le fils d'Ernest Hemingway, Jack. Mais on ne vient pas que pour les tableaux ou les écrivains, on vient aussi chez les Stein pour les personnages en eux-mêmes. Ce sont des personnalités peu conventionnelles, et notamment Gertrude, qui a imposé le couple qu'elle forme avec Alice Toklas. Cette musicienne s'est installée rue Fleurus en 1910. Les deux femmes vivent au grand jour leur relation et reproduisent le couple victorien en quelque sorte. Gertrude, l'homme de lettres, travaille. Et Alice, elle, gère le ménage et l'intendance. Gertrude domine de plus en plus le salon. Trop écrasée par la personnalité de sa sœur, Léo décide de partir en 1915. La collection est dispersée. Désormais, la maison tournera exclusivement autour de Gertrude Stein. En effet, dès 1905, Gertrude a décidé de se consacrer à la littérature. Mais c'est la peinture qui va l'inspirer. Tout comme le peintre, qui représente l'essence des choses en peinture, elle veut le faire en littérature. Gertrude a foi en son talent, convaincue d'être l'écrivain américain du siècle, un génie. Elle disait d'ailleurs « J'ai toujours voulu être un personnage historique ». C'est en anglais qu'elle écrit et qu'elle invente une écriture nouvelle. En 1909, elle publie 3 vies, dont le titre reprend Flaubert. 3 vies de femmes, 3 vies ratées. Comme Cézanne peignait la réalité quotidienne, la relation des objets avec leur espace, elle veut dépeindre les relations des personnages entre eux et avec leur environnement. Son écriture, au lexique simple, se base sur la répétition, ou plutôt sur l'insistance, comme dirait Gertrude. La syntaxe difficile demande un effort au lecteur. Si l'on regarde ses poésies, dont le recueil le plus célèbre est Tendre Bouton, on peut voir que ces répétitions fonctionnent comme une chambre d'écho et traduisent en fait un flux de conscience, la persistance des mots dans notre esprit. Écoutons-la lire l'un de ses poèmes, le plus célèbre, dédié à Picasso. If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon, if I told him? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Now, not now, and now. À première vue, difficile d'en dégager le sens, mais par la lecture à voix haute, les mots persistent dans notre conscience et la phrase se déplie, se replie sur elle-même. Traduisant les sauts associatifs ou dissociatifs de la pensée, ces bonds dans le texte en révèlent le sens au cours de la lecture. Picasso déplie, déstructure la peinture, Gertrude Stein fait de même avec la langue. Son vers le plus connu, Rose is a rose, is a rose, is a rose, is a rose, dans Sacred Emily, montre la complexité de la simplicité de chaque mot. Le sens général se dévoile à la lecture, mais ne résiste pas à la traduction, ce qui explique sans doute pourquoi son œuvre est essentiellement publiée en anglais. Gertrude laissera une trentaine d'œuvres, dont une autobiographie, le journal d'Alice Toklas, où elle se raconte à travers la voix de sa compagne. Elle nous laisse aussi des livrets d'opéra qui seront joués aux États-Unis. Gertrude est une célébrité dans son pays natal. Elle y fait une tournée triomphale en 1934 et sera même invitée à prendre le thé avec Eleanor Roosevelt. « L'Amérique, c'est mon pays, mais Paris, c'est chez moi », dira-t-elle pour justifier son retour en France. Elle y restera.
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Gertrude Stein aurait toutes les raisons de fuir. Elle est américaine, juive et homosexuelle. Pourtant, elle reste en France, à Billignin, dans l'Ain, où elle a acheté une maison. La position de Gertrude, pendant la Seconde Guerre, est assez trouble. Il est difficile de déterminer quelle fut réellement sa pensée. Elle est protégée par Bernard Faye, le directeur de la Bibliothèque nationale française, un proche de Pétain, connu pour ses applications strictes des lois de Vichy contre les juifs et les francs-maçons. C'est peut-être par son intermédiaire que Gertrude va obtenir un contrat pour la traduction en anglais des discours de Pétain. Il s'agissait de diffuser la propagande de Vichy dans les pays anglophones. Si on peut comprendre que Gertrude avait besoin d'argent, elle vend d'ailleurs une partie de sa collection, on reste perplexe quand elle demande le prix Nobel pour Adolf Hitler. De l'ironie peut-être ? En tout cas, son chien adoré, Basket, qu'elle voyait comme le prolongement d'elle-même, n'aimait pas les Allemands. C'est peut-être un signe. Au moment de la libération, Gertrude Stein jubile. Elle accompagne pour Life Magazine les GI pour un grand reportage photographique et sera l'une des premières à pénétrer dans le nid d'aigle d'Hitler. Elle ne rentre pas avec les troupes américaines aux États-Unis, mais retrouve son appartement parisien après la victoire. Celui-ci a été laissé intact par les nazis. Elle meurt quelque temps plus tard, le 17 juillet 1946. Son neveu à qui elle a tout légué dispersera la collection. Et Alice, la fidèle Alice, mourra 19 ans plus tard. Elles reposent toutes les deux au Père-Lachaise. En dernier hommage, Alice a fait graver son nom à l'arrière de la pierre tombale.